J'ai entendu mes os se casser à l'hôpital. Mes parents ont dit, elle la cherchait. En plein procès, la vidéo secrète de l'attaque a laissé l'avocat muet. Il est temps de payer, a dit la juge. Il m'a présenté et pendant que j'essayais d'expliquer ma passion pour la musique classique, j'ai vu mon père faire un geste d'excuse au sénateur par-dessus ma tête, comme pour dire « Patience, c'est la bizarre, l'artiste ». Je me suis senti rapetissé. Plus tard, alors que je cherchais un peu d'air dans l'ombre du jardin, Valéria m'a trouvé. Elle tenait une coupe presque vide et ses gestes avaient cette dangereuse souplesse qui précède l'explosion. « Alors, tu pars à Vienne » dit-elle, sa voix un sifflement bas, presque inaudible sous la musique qui s'échappait de la maison. « Pour devenir la grande concertiste, nous laisser tous derrière dans ta poussière de succès. » Il ne s'agit pas de laisser qui que ce soit derrière, Valéria. C'est mon rêve. J'ai travaillé toute ma vie pour ça, ai-je répondu, essayant de rester calme et de garder ma voix basse. Elle a lâché un rire amer et creux. Ton rêve? Ou ta façon de me jeter au visage que toi, tu es la talentueuse et pas moi. Ça a toujours été comme ça, non? Toi, la petite martyre, la génie incomprise. Pauvre Sophia, si sensible. Tu me fais pitié, tu me dégoûtes. Chaque mot était un dard empoisonné, visant mes faiblesses. Ce n'est pas juste. Toi, tu as toujours eu tout ce que tu voulais, ai-je répliqué, ma voix tremblant pour la première fois, non pas de peur, mais de frustration accumulée depuis 20 ans. Un mensonge, cracha-t-elle en faisant un pas vers moi. J'ai eu ce que voulait pour moi. La fille parfaite, le joli visage de la famille. Toi, tu es celle qui a toujours fait ce qu'elle voulait, enfermée avec ton stupide piano, nous jugeant tous depuis ta tour d'ivoire. C'est toi qui nous fais honte avec ton attitude de supériorité. La dispute attira l'attention de mes parents qui s'approchèrent, le visage durci par l'agacement. Valéria, s'il te plaît, baisse la voix. Il y a des invités, dit ma mère. Mais son regard de reproche se posa directement sur moi. C'était moi qui avais provoqué la scène. Mon père fut plus direct. Il s'adressa à moi, ignorant complètement l'état agité de ma sœur. Sophia, ça suffit. Ta sœur est sensible ce soir et tu sais comment la mettre nerveuse. Arrête de la provoquer et rentre à la maison. Tu ne vas pas gâcher notre soirée. Papa, je n'ai rien fait. Ma voix se brisa. J'ai dit ça suffit, trancha-t-il, sa voix comme un fouet qui me fit taire immédiatement. Apprends à être un peu plus attentionné, pour une fois dans ta vie. Tout ne tourne pas autour de toi. Ils se retournèrent et me laissèrent là, seul avec elle. C'est à ce moment que je compris. Peu importe ce que je ferais ou dirais, dans la cour de ma famille, le verdict était déjà décidé. J'étais coupable, et la sentence, je la vis dans le sourire tordu et triomphal de Valéria, était sur le point d'être exécutée. Je restais paralysé, regardant mes parents s'éloigner, leur dos droit et rigide, une muraille d'indifférence infranchissable qui me laissait à découvert, exposé à la tempête qui s'abattait sur moi. Le bruit de la fête, les rires et la musique semblaient venir d'un autre monde, un écho lointain d'une vie normale à laquelle je n'appartenais pas. Face à moi, Valéria souriait. Un sourire tordu et triomphal, le sourire d'un prédateur qui venait d'acculer sa proie. Elle avait gagné, comme toujours. Elle avait encore prouvé que sa parole valait plus que la mienne, que sa colère était justifiée et que ma douleur n'était qu'un petit désagrément, une gêne dans sa soirée parfaite. « Tu vois » murmura-t-elle en s'approchant encore, son souffle chargé de l'odeur sucrée du vin. « Personne ne te croit. Personne ne te défendra. Dans cette maison, ta voix n'est qu'un souffle dans le vent. Personne ne t'aimera jamais comme on m'aime, moi. » Un épuisement infini m'envahit. La fatigue de 20 ans de lutte perdue en silence, d'injustice avalée, de me rapetisser pour ne pas lui faire d'ombre. Je n'avais plus la force de discuter, ni de me défendre. Je voulais seulement fuir, échapper à ses yeux remplis de poison, quitter cette maison qui était une cage dorée. « Laisse-moi tranquille, Valéria, dis-je. » Ma voix n'était qu'un murmure, le dernier drapeau blanc de ma reddition. Je me retournai pour rentrer, me perdre dans la foule, disparaître dans la masse. Mais elle n'avait pas fini. Je sentis sa main sur mon épaule, une prise comme une griffe d'acier qui me fit pivoter brusquement. « Tu ne vas nulle part » siffla-t-elle, son visage à quelques centimètres du mien. « Je n'en ai pas encore terminé avec toi. » Son visage, à la pâle lumière de la lune, était déformé par une haine pure,
une émotion si brutale que je reculai instinctivement. C'est alors que je la vis. Un peu plus loin, près des meubles de jardin, il y avait une chaise. Pas une chaise ordinaire. Une chaise en fer forgé, lourde, massive, avec des ornements qui ressemblaient à des griffes sombres dans l'ombre. Elle sentait le métal froid et l'humidité de la nuit. Ce qui arriva ensuite se déroula comme un cauchemar au ralenti, chaque détail gravé dans ma mémoire. Je vis sa décision se prendre dans son esprit. Je vis la folie briller dans ses yeux, la façon dont ses narines se dilatèrent. Avant que je puisse crier ou courir, elle se jeta sur moi. Elle me poussa brutalement contre le mur de pierre du jardin. Le choc m'arracha l'air des poumons et ma tête cogna contre la roche rugueuse et glacée. J'étais étourdi, des étoiles dansant devant mes yeux. Puis elle leva la chaise. Le poids du fer sembla absorber toute la lumière et tout le son autour de nous. Le monde devint silencieux. Elle ne visa pas ma tête ni mon corps. Son objectif était précis, chirurgical dans sa cruauté. Avec un grognement venu du plus profond d'elle, un son animal, elle abattit la chaise sur ma main droite. La main que j'avais tendue par réflexe pour me protéger du mur. Ma main, ma vie, ma voix, mon avenir. Elle l'écrasa contre la paroi de pierre. Le bruit fut obscène. Un craquement humide et multiple, le son des petits os délicats qui avaient passé des milliers d'heures à caresser les touches du piano, réduit en poussière comme de la craie. Une douleur blanche, aveuglante, explosa depuis ma main et remonta le long de mon bras comme du feu liquide. Un éclair d'agonie qui effaça tout le reste, le passé, le présent, le futur. Je hurlai. Un cri déchirant, animal, qui déchira l'air de la nuit. Un son que je ne savais même pas pouvoir produire. Et au-dessus de mon cri, j'entendis sa voix haletante, mais claire, cracher les mots qui resteraient gravés en moi pour toujours, la déclaration finale de sa victoire. Si moi je ne peux pas briller, toi non plus. Puis, avec un dernier coup de mépris, elle me repoussa loin du mur. Je tombai à genoux sur l'herbe mouillée, serrant ma main brisée contre ma poitrine. À travers la brume de douleur et de larmes, je la vis. Debout, la poitrine agitée, la chaise de fer à ses pieds. Son visage ne montrait aucun regret, seulement une satisfaction froide et terrible. Le dernier souvenir que j'ai, c'est la terre froide contre ma joue et l'obscurité qui m'engloutissait, avalant les sons lointains de la fête, la douleur brûlante et le monde entier. Je me réveillais dans un limbe blanc, stérile. L'odeur antiseptique me piquait le nez et un bip régulier sonnait à mes côtés, le métronome de ma nouvelle réalité brisée. J'étais à l'hôpital. La douleur dans ma main était une bête vivante, un monstre qui battait avec fureur sous une épaisse couche de plâtre qui m'en serrait des doigts jusqu'au coude. Chaque battement de mon cœur envoyait une vague d'agonie, un rappel écœurant de ce que j'avais perdu. Un jeune médecin entra dans la chambre, les cernes marquées et une expression de sincère compassion. Son badge disait « Docteur Nunez ». Son regard était doux, mais ses mots furent directs, sans fioriture. « Mademoiselle Sophia, je suis le traumatologue de garde. Ce que vous avez est grave, dit-il en s'asseyant. Vous présentez de multiples fractures avec des petits éclats dans les os métacarpiens et les phalanges de la main droite. Cela veut dire que les os se sont brisés en beaucoup de fragments. De plus, il y a un important dommage au nerf médian et cubital. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pendant l'opération pour stabiliser. » Il fit une pause, cherchant ses mots avec soin. Pour être totalement honnête, récupérer complètement la motricité fine, la vitesse et la précision qu'exige une pianiste de concert est très improbable. Vous pourrez retrouver l'usage de la main pour les tâches quotidiennes avec beaucoup de rééducation, mais la dextérité que vous aviez ne reviendra probablement jamais. L'improbable. Le mot résonna dans la chambre stérile comme une condamnation à mort. Ma carrière, mon rêve, mon identité, tout avait été pulvérisé avec les os de ma main. Les larmes roulèrent sur mes tempes, silencieuses et brûlantes. Je n'avais même pas la force de sangloter. C'était une douleur trop profonde pour le bruit. Peu après, la porte s'ouvrit. Mes parents entrèrent, mais ils n'étaient pas seuls. À leur côté marchait Maître Monte, l'avocat de mon père, un homme au sourire de requin et aux yeux qui ne souriaient jamais. Il n'y eut pas de « Comment vas-tu ?» Pas de câlin, pas une once de réconfort. La première question de mon père au docteur Nunez fut « Docteur, pouvons-nous avoir un moment seul avec notre fille ? Nous devons clarifier comment s'est produit ce malheureux accident. » Accident. Le mot me frappa comme une gifle. Quand le médecin sortit, l'atmosphère changea. La fausse inquiétude disparut,
remplacée par une froide stratégie. Mais écoute-moi bien, Sophia, commença mon père, sa voix basse et autoritaire, la même qu'il utilisait pour conclure ses affaires. Ce qui s'est passé est un terrible accident. Tu étais bouleversé par la dispute. Tu as trébuché dans le jardin et tu es tombé mal sur ta main. C'est clair. Non, murmurai-je, la voix brisée. Valéria, elle m'a attaqué. Valéria n'a rien fait, me coupa ma mère. Sa voix était un sifflement tranchant. Protectrice. Elle était ivre parce que tu l'as provoquée. Elle a perdu l'équilibre. Elle a essayé de se retenir à toi et vous êtes tombées toutes les deux. C'était une chute. C'est cette version-là, et tu vas t'y tenir. Nous n'allons pas laisser un de tes caprices, un mensonge, détruire l'avenir de ta sœur et la réputation de cette famille. Alors la porte s'est rouverte et mon cœur a fait un bond. C'était Ricardo, mon fiancé. Pendant un instant, une vague de soulagement irrationnel m'a traversé. Lui me croirait, lui me protégerait. Il s'est approché du lit, le visage comme un masque de parfaite inquiétude. Oh mon amour, que s'est-il passé? Tes parents m'ont dit que tu es tombé. J'étais tellement inquiet. J'ai cherché ses yeux, les lèvres tremblantes. Ricardo, je ne suis pas tombé. C'était Valéria. On se disputait et elle m'a brisé la main avec une chaise en fer. J'ai vu une fraction de seconde de doute dans son regard, un éclat d'horreur sincère. Mais il a disparu aussitôt. Étouffé et remplacé par une expression prudente, calculatrice. Il a jeté un coup d'œil de côté vers mes parents qui l'observaient, tels des faucons. Puis il m'a regardé à nouveau, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a brisé le cœur en plus de morceaux que ma main. J'ai vu du calcul, j'ai vu l'ambition, j'ai vu la lâcheté. Il a pris ma main valide, son toucher devenu étranger et froid. « Sophia, ma chérie, dit-il d'une voix douce et condescendante. Tu étais très nerveuse. Tu as bu un peu de champagne. Parfois, quand on est bouleversé, on confond les choses. L'important est que tu te rétablisses. On en reparlera quand tu seras plus calme. » Il a répété leur mensonge. Leur mensonge. À cet instant, la douleur physique de ma main détruite est devenue insignifiante. Comparée à l'agonie de cette trahison. J'étais seul, complètement et irrémédiablement seul, entouré des architectes de ma ruine. Qui s'apprêtait maintenant à m'enterrer sous une montagne de mensonges bien construits. Les jours qui ont suivi ma sortie de l'hôpital furent un flou de douleur physique. Et d'une lucidité mentale terrifiante. Ils m'ont ramené à la maison, mais ce n'était pas mon foyer, c'était ma prison. Ils m'ont installé dans ma chambre et la porte, qui n'avait jamais eu de serrure, me semblait désormais une barrière infranchissable. Ma mère m'apportait les repas sur un plateau, ses gestes efficaces et sans affection. Comme une infirmière d'une prison de luxe. Elle m'a retiré mon téléphone portable avec l'excuse que, le stress des appels et des messages ne te fera pas du bien. Tu as besoin de paix. Ils voulaient m'isoler, me couper du monde extérieur, s'assurer que leur version des faits soit la seule qui existe, la seule qui puisse s'enraciner. Valéria n'est pas apparue. Elle agissait comme si j'avais cessé d'exister. Je l'entendais rire en bas, parler au téléphone avec ses amis de fête et de shopping. Vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. Cette normalité était la torture la plus cruelle. Le bruit de sa vie intacte rappelait sans cesse que la mienne était en morceaux. Pour le reste du monde, pour les quelques parents qui appelaient et avec qui ma mère parlait à voix basse. J'étais la fille maladroite et émotionnellement instable qui avait eu un accident. Entre ces murs, j'étais la preuve vivante d'un crime qu'il fallait cacher à tout prix. Mais l'isolement, au lieu de me briser, a affûté mon esprit comme une lame. Dans les longues heures de silence, avec le poids du plâtre sur mon bras comme rappel constant. Le désespoir du début s'est transformé en une colère froide et silencieuse. Je n'allais pas les laisser gagner. Je n'allais pas devenir la folle du grenier de leur histoire. Ils avaient sous-estimé quelque chose de fondamental en moi. Les années de solitude m'avaient appris à penser, à observer, à être ma propre compagnie et ma propre stratège. C'est alors que je me suis souvenu de ma tante Helena. La petite sœur de mon père, la brebis noire de la famille. Il y a des années, il l'avait reniée pour avoir osé dire des vérités dérangeantes lors d'une réunion de famille. C'était une femme forte, directe. La seule personne de ma famille qui m'avait toujours regardé dans les yeux et m'avait vraiment vu. Pas à travers le prisme de ce qu'ils attendaient que je sois. Je savais qu'elle
et seulement elle, me croirait. J'avais besoin de la contacter. Mais comment? Ma chambre était une cage dorée. Ils avaient fouillé mes affaires, mon ordinateur était en réparation. Alors mon regard s'est posé sur l'étagère. Il y avait là un vieux exemplaire des « Odes de Hurlevent » que tante Helena m'avait offert pour mes 15 ans. Avec une dédicace disant « Pour ma Sophia, qui a l'âme forte de Catherine, mais la bonté de choisir un meilleur chemin ». Une idée risquée, mais possible, a commencé à se former dans ma tête. J'ai attendu que ma mère entre avec le déjeuner. J'ai feint une docilité que je ne ressentais pas, la remerciant d'une voix faible, évitant son regard. « Maman, dis-je, la voix faussement soumise. » J'ai réfléchi. Peut-être que tu as raison. J'ai été très égoïste et dramatique. Je voudrais commencer à faire la paix. Je veux rendre à tante Helena certaines de ses affaires pour repartir à zéro. Ce livre, par exemple, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il est trop sombre. J'ai vu une lueur de triomphe dans ses yeux. Ma reddition était ce qu'elle attendait. Je lui donnai raison. C'est une bonne idée, ma fille, dit-elle, son ton s'adoucissant pour la première fois depuis des jours. Il est temps de laisser de côté ces mauvaises influences et de te concentrer sur ta guérison. Cette nuit-là, les mains tremblantes et avec l'immense difficulté d'utiliser seulement ma main gauche. J'ai écrit un minuscule billet sur un morceau de papier arraché à la fin du livre. Tante, j'ai besoin d'aide. Valéria m'a détruit la main. Ils me retiennent enfermé. Ne crois rien de ce qu'ils disent. Ils savent que j'ai ton livre. S'il te plaît. Sophia. Avec beaucoup de précaution, j'ai glissé la note dans la reliure, entre les pages et la couverture. Un message dans une bouteille de papier. Le lendemain, j'ai donné le livre à ma mère. Tu pourrais demander à un des employés de le lui apporter, s'il te plaît, dis-je le plus naturellement possible. Je veux qu'elle sache que je vais bien. Elle a pris le livre et l'a pesé dans sa main. Pendant un instant interminable, j'ai eu peur qu'elle l'ouvre. Qu'elle découvre ma ruse. Mais elle a juste hoché la tête, satisfaite de mon apparente soumission. Je le ferai, dit-elle. Les 2 jours suivants furent une attente douloureuse. Chaque fois que la sonnette retentissait, mon cœur s'arrêtait. Mais est-ce que ça va marcher, ou est-ce que je viens de sceller mon destin en leur montrant qu'on ne peut pas me faire confiance? La réponse est arrivée sous la forme d'une visite inattendue. Tante Helena s'est présentée à la porte d'entrée, imposante et décidée. Avec une excuse si parfaite que ma mère n'a pas pu lui refuser l'accès. Ma mère l'a accueillie avec une froideur tranchante. Une barrière de glace pour la visiteuse indésirable. Helena, quelle surprise! Nous ne t'attendions pas. Isabelle, répondit ma tante, d'une voix ferme comme l'acier, sans se laisser intimider. Je suis venu voir ma nièce. J'ai appris qu'elle avait eu un terrible accident. Son regard a parcouru la maison, notant la tension dans l'air, l'atmosphère artificiellement contrôlée. J'ai su qu'elle ne croyait pas un mot de la version officielle. Elles m'ont trouvé dans ma chambre, assise près de la fenêtre. Comme une princesse de conte enfermée dans sa tour. Quand tante Helena a vu mon bras plâtré, son visage s'est crispé de douleur. Mais elle n'a rien dit devant ma mère. D'une autorité qui a désarmé ma mère, elle a dit. Isabelle, laisse-nous seuls un moment. Les femmes de cette famille doivent parler. Ma mère a hésité, son instinct de contrôle luttant contre la volonté de ma tante. Mais elle a fini par céder et est sortie, laissant la porte entr'ouverte, signe clair qu'elle écouterait. Dès que nous avons été seuls, le masque de ma tante est tombé. Elle a refermé la porte doucement, mais fermement. Elle s'est agenouillée près de moi, ses yeux cherchant les miens, pleins d'une fureur protectrice. J'ai reçu ton message, a-t-elle chuchoté. Je l'ai trouvé hier soir. Mon Dieu, Sophia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je lui ai tout raconté, les mots sortant comme un torrent noyé par les larmes. Une confession murmurée à l'abri de sa présence. La chaise, le cri de Valéria, la trahison à l'hôpital, l'enfermement, les mensonges. Elle a écouté en silence, sa main serrant mon épaule, une encre dans ma tempête. Chaque phrase semblait confirmer ses pires soupçons sur la famille dont nous avions été, l'une et l'autre, écartés. Quand j'ai terminé, son visage était un masque de colère contenue. Je le savais, dit-elle, sa voix tremblant de rage. Je connais mon frère, je connais cette femme. La façade est tout pour eux. Ils sont capables de tout pour la protéger.
Elle se leva et se mit à marcher dans la pièce comme une lionne en cage. Une fois, continua-t-elle, sa voix baissant sur un ton de confidence. Il y a de nombreuses années, quand ton grand-père était encore vivant et que je travaillais dans l'entreprise familiale. J'ai découvert qu'Arturo gonflait les coûts d'un projet pour garder la différence. Il allait arnaquer ses associés. Je le lui ai dit. Je l'ai supplié de ne pas le faire, pour l'honneur du nom de famille. Tu sais ce qu'il a fait? Il a convoqué une réunion, m'a accusé de détournement de fonds, a falsifié des documents et m'a jeté dehors. Il m'a retiré ma part d'héritage et a convaincu toute la famille que j'étais une voleuse et une envieuse. Voilà pourquoi il me déteste, parce que je connais la pourriture qu'il cache sous le tapis persan. Son histoire m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une tante rebelle. C'était une autre victime, une version plus ancienne de moi-même. Son combat était mon combat. Nous étions 2 générations de femmes réduites au silence par le même homme. Mais tu ne passeras pas par ça toute seule, m'assura-t-elle. Sa voix était maintenant pleine d'une détermination féroce. Non, cette fois je ne vais pas permettre qu'ils te détruisent comme ils ont presque réussi avec moi. Elle sortit un petit téléphone prépayé de son sac et me le glissa dans la main. Cache-le. Éteins-le quand tu ne t'en sers pas. C'est pour les urgences. Et voici le numéro d'une avocate. Elle s'appelle Lucia Ramirez. Elle est jeune, elle se bat, et elle déteste tout particulièrement les riches et puissants tyrans comme mon frère. Appelle-la. Je paierai ses honoraires. Ça ne restera pas comme ça, Sophia. Je te le jure sur la mémoire de ma mère. À ce moment-là, dans cette chambre devenue ma cellule, j'ai senti pour la première fois une lueur d'espoir. Je n'étais pas seul. J'avais une alliée, une guerrière forgée dans le même feu de la trahison familiale. Nous étions les rejetées, celles qui disent la vérité, et ensemble nous allions leur faire regretter de nous avoir sous-estimés. L'appel à Lucia Ramirez fut comme respirer de l'air frais après des semaines d'asphyxie. Sa voix à l'autre bout du fil était jeune, mais ferme, et remplie d'une énergie qui m'a immédiatement gagné. Nous nous sommes rencontrés en secret dans un petit café d'un vieux quartier, loin des endroits que ma famille fréquentait. La rencontre fut organisée par tante Elena avec la précision d'une opération militaire. Lucia était petite, avec de grands yeux intelligents qui semblaient tout voir. Elle ne portait pas un tailleur, de pouvoir, mais un jean et une veste en cuir, et pourtant elle dégageait une autorité qui remplissait l'espace. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, posant des questions clés avec une acuité qui m'a impressionné. Elle a pris des notes dans un carnet, pas sur les faits, mais sur les détails, l'expression de mon père, le ton de voix de ma mère, le regard calculateur de Ricardo. Quand j'ai terminé, elle a refermé le carnet et m'a regardé droit dans les yeux. « Sophia, je vais être honnête avec toi, dit-elle d'un ton direct, sans détour. C'est un cas de type David contre Goliath. Ta famille a de l'argent, du pouvoir, et une histoire fabriquée qu'ils ont sûrement déjà commencé à répandre dans leur cercle. Ta parole contre la leur, contre celle de ton fiancé et probablement celle d'un médecin acheté au tribunal, sans plus, c'est presque impossible à gagner. Ils te détruiront à la barre. » Mon cœur a sombré. Alors, il n'y a rien à faire? Je n'ai pas dit ça, répliqua-t-elle en se penchant au-dessus de la table, le regard intense. J'ai dit presque. Ce qu'il nous faut, c'est une faille dans leur armure. Une preuve irréfutable, un témoin qu'ils ne peuvent ni acheter ni intimider, quelque chose qui détruise leur récit des accidents une bonne fois pour toutes. Réfléchis, Sophia. Quelqu'un d'autre a-t-il vu? Quelqu'un a-t-il entendu quelque chose? Pendant qu'elle parlait, une image fugace, un souvenir flou de la nuit de la fête, est apparu dans mon esprit. Mon petit cousin Javier, le fils de mon oncle Roberto. Javier était toujours avec son téléphone en train de tout filmer. C'était son obsession. Je me le rappelais dans le jardin ce soir-là, filmant les invités, les lumières, l'ambiance. Il aurait filmé l'attaque, mon cousin, dis-je, l'idée prenant forme, une étincelle d'espoir s'allumant dans l'obscurité. Javier était dans le jardin, il filmait avec son téléphone. Les yeux de Lucia se sont éclairés. Ça pourrait être ça. Ça pourrait tout changer. Mais contacter Javier était un champ de mine. Mon oncle Roberto était le frère cadet de mon père et avait toujours vécu dans son ombre, avide de lui plaire. Sa femme, ma tante Carmen, était une femme craintive qui évitait le conflit à tout prix. Je savais que si mes parents l'apprenaient, ils mettraient la pression sur mon oncle pour enterrer toute preuve.
J'ai décidé que c'était moi qui le contacterais. J'ai essayé d'appeler chez eux, mais c'est ma tante Carmen qui a décroché. Dès que j'ai dit mon nom, son ton est devenu glacé. Sofia, ton oncle et moi pensons qu'il vaut mieux que tu ne parles pas à Ravière. Nous ne voulons pas qu'il soit mêlé à tes problèmes. Il est très affecté. Et elle a raccroché. Il refermait le cercle. Tante Elena, par un contact dans l'entreprise de mon père, a appris le coup de maître de ma famille. Maître Monte, leur avocat, a rendu visite à mon oncle et à ma tante. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre volé enveloppé dans un magnifique pot de vin. Il leur a proposé de payer l'intégralité des frais universitaires de Ravière dans la meilleure université du pays, voire à l'étranger s'ils le souhaitaient. Une offre généreuse, un avenir doré pour leur fils. En échange d'un petit service, le téléphone de Ravière devait se perdre, et sa mémoire de cette nuit-là devait s'effacer complètement. La nouvelle m'a désespéré. Ils achetaient le silence de mon seul témoin potentiel. Ils construisaient autour de lui un mur d'or et de peur. Ils étaient sur le point de fermer la dernière porte menant à la vérité. Je devais agir, et vite. Je ne pouvais pas laisser la peur de mon oncle et l'ambition de mon père me voler ma seule chance de justice. Ce n'était plus seulement mon combat, c'était aussi le combat pour l'âme de mon jeune cousin. La stratégie de ma famille était claire. S'ils ne pouvaient pas me faire taire, ils me détruiraient publiquement. Pensant avoir neutralisé Ravière et que je n'avais plus aucune carte à jouer, Maître Monte passa à l'offensive. Je reçus une lettre officielle à mon appartement, un document légal rédigé avec une froideur calculée qui me souleva le cœur. On m'y proposait un accord, généreux, et final, une somme d'argent qui couvrirait à peine une partie de mes futurs frais médicaux, en échange d'une déclaration sur l'honneur admettant que mes blessures venaient d'un accident causé par mon instabilité émotionnelle et ma consommation d'alcool. En plus, ils exigeaient que je me soumette à une évaluation psychiatrique par un médecin choisi par eux. C'était une tentative de m'humilier, d'anéantir ma crédibilité, de me peindre en folle manipulatrice devant la loi. J'ai déchiré la lettre en 1000 morceaux, ma colère claire et froide comme une flamme. Mon refus fut le signal qu'ils attendaient. La réponse de Monte fut une requête déposée devant le juge, annonçant qu'ils avaient un témoin surprise, quelqu'un de proche et d'intime, qui pourrait témoigner de mon soi-disant passé de comportement erratique, jaloux et dramatique. Quelqu'un dont le témoignage serait dévastateur pour mon dossier. Jamais, même dans mes pires cauchemars, ni dans les coins les plus sombres de mon imagination, je n'aurais pensé à l'identité de ce témoin. Je l'ai appris par Lucia. Sa voix, d'habitude énergique et combative, était sombre au téléphone. Sofia, tu dois te préparer. Le témoin qu'ils ont appelé pour détruire ta réputation, c'est Ricardo. Le monde s'est arrêté. Le nom flottait dans l'air, venimeux et irréel. Ricardo, mon fiancé. L'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais imaginé un avenir, des enfants, une vie. L'homme qui m'avait menti en face à l'hôpital. Ce n'était pas suffisant pour lui de m'avoir abandonné. Maintenant, il allait participer activement à ma crucifixion publique. Il allait monter à la barre, jurer de dire la vérité, uniquement pour mentir et détruire la femme qu'il était censé protéger. La pièce finale du puzzle s'est mise en place quand tante Elena m'a appelé ce même soir. Sa voix chargée d'une indignation si profonde que je pouvais presque la sentir vibrer à travers le téléphone. Je viens de l'apprendre par mon contact, dit-elle, sans préambule. Arturo a offert à Ricardo le poste de vice-président du développement des affaires dans l'entreprise. Un poste qui n'existait même pas la semaine dernière. Il l'a acheté, Sofia. Il a acheté ton fiancé pour qu'il témoigne contre toi. La douleur fut si aiguë qu'elle me plia en deux, me coupant le souffle. C'était une trahison d'une ampleur que j'avais du mal à comprendre. Il a vendu son âme, il a vendu notre amour, il a vendu la vérité pour un titre sur une carte de visite et un salaire à 6 chiffres. J'ai reçu un dernier appel de lui ce soir-là. Son numéro est apparu sur l'écran de mon nouveau téléphone. J'ai hésité, mais j'ai répondu. J'avais besoin de l'entendre, Sofia, dit sa voix faussement peinée. Je suis vraiment désolé. Mais tu dois comprendre. Ta famille est puissante. Les affronter, c'est du suicide. Je pense à mon avenir. À notre avenir. Si tu retires la plainte, on peut encore arranger les choses. Notre avenir, ai-je répliqué, la voix comme un murmure glacé. Celui que tu construiras sur mes os brisés et tes mensonges. Cet avenir-là, Ricardo. Il y eut un silence. Puis son ton changea,
devenant froid et menaçant. Comme tu voudras, Sophia, mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Tu as choisi ton chemin. Et il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le noir et, pour la première fois, je n'ai pas pleuré. La tristesse avait brûlé, ne laissant qu'une cendre dure et tranchante à la place. S'ils voulaient la guerre, ils auraient la guerre. S'ils voulaient me détruire, ils découvriraient que les os cassés peuvent guérir et devenir plus forts, et qu'une femme qui n'a plus rien à perdre est l'ennemie la plus dangereuse de toutes. La pression dans la maison de mon oncle Roberto était insupportable. Javier était devenu un fantôme enfermé dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit, la nourriture laissée devant sa porte sans être touchée. Il entendait les disputes de ses parents à travers les murs, la voix craintive de ma tante Carmen, murmurant des choses sur la morale et ce qui est juste, et la voix de plus en plus irritée de mon oncle Roberto, répétant comme un mantra qu'il devait penser à l'avenir de leur fils, que l'offre de mon père était une chance unique dans la vie, une bouée qui le tirerait de ses dettes cachées. Javier était coincé dans une cage invisible, faite de loyauté familiale, de peur et d'impôts de 20 millionnaires. La vidéo sur son téléphone était une bombe à retardement. Il savait que la remettre voudrait dire défier ses parents, provoquer la colère de son puissant oncle Arturo et probablement être renié par la plupart de la famille. Il savait qu'on l'appellerait traître, le Judas de la famille. Mais l'image de ma main écrasée, mon cri de douleur, repassait dans sa tête encore et encore, un film d'horreur en boucle infinie. J'ai décidé de tenter une dernière fois, mais autrement. Je ne pouvais pas lui demander d'être un héros, parce que ce n'était qu'un garçon de 16 ans, terrorisé. Je devais parler à son cœur, à la connexion que nous avions eue avant que le poison de la famille ne salisse tout. Je lui ai envoyé un dernier message, pas via tante Elena, mais directement sur son compte Instagram, sachant que c'était la seule chose que ses parents ne contrôlaient pas. Javier, c'est Sophia. Je ne vais pas t'écrire pour te demander quoi que ce soit ni pour te mettre la pression. Je connais ta peur et l'impasse où tu es. Je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Quand on avait 10 ans, au pique-nique annuel de grand-mère, les cousins plus âgés t'ont pris ton nouvel appareil photo et se sont moqués de toi parce que tu préférais prendre des photos plutôt que jouer au foot. Ils ont ri et t'ont traité de bizarre. Tu te souviens de qui les a affrontés? De qui a crié jusqu'à ce qu'ils te le rendent? Tu te souviens de qui est resté assise avec toi tout l'après-midi à regarder tes photos en te disant que tu étais un artiste? Moi, je m'en souviens. Tu n'es pas comme eux, Javi. Tu ne l'as jamais été. Tu as un bon cœur et tu vois le monde d'une façon magnifique. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Quoi que tu fasses, tu seras toujours mon cousin, l'artiste. Prends bien soin de toi. Sophia. Il n'y eut pas de réponse. 2 jours de silence total ont passé. J'avais perdu espoir. Le procès commençait dans moins de 24 heures. J'ai dit à Lucia qu'on devrait y aller sans la vidéo, qu'on devrait compter sur mon témoignage, sur les preuves médicales et sur l'intégrité du docteur Nunez. Nous savions que nos chances étaient faibles, que la balance penchait dangereusement contre nous. Ce soir-là, pendant que je révisais ma déposition avec Lucia au téléphone, quelqu'un a sonné chez moi. Il était tard, presque minuit. La pluie frappait les fenêtres. Le cœur serré, je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. C'était lui, Javier. Il était seul, trempé par la pluie, la capuche de son sweat couvrant son visage comme un fugitif. J'ai ouvert la porte. Il tremblait, pas seulement de froid. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et dans sa main il tenait, comme si ça le brûlait, une petite carte mémoire. Il n'a pas dit bonjour. Il me l'a simplement tendue. Je ne pouvais pas, a-t-il chuchoté, la voix brisée par l'émotion. Je suis resté éveillé toute la nuit à regarder tes vieilles photos. Je me suis rappelé ce jour-là. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Pas après ce qu'elle t'a fait et pas après ce que tu as fait pour moi. Je l'ai serrée avec mon bras valide, une étreinte maladroite mais pleine d'une immense gratitude que je ne pouvais pas dire avec des mots. Merci, Javi. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Mes parents vont me tuer, dit-il, entre peur et soulagement. Mais je m'en fiche. J'ai fait ce qu'il fallait, non? Tu as fait plus que ce qu'il fallait, les jeux assurés en prenant la petite pièce de plastique de sa main. Tu as sauvé la vérité. Il est reparti aussi vite qu'il était venu, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Je suis resté sur le pas de la porte avec la petite carte mémoire dans la main. Elle pesait presque rien, mais elle contenait tout le poids de mon avenir.
C'était l'arme dont nous avions besoin. La justice, parfois, arrive dans les paquets les plus petits et inattendus, apportés par la conscience d'un enfant qui refuse d'être complice du mal. Le lendemain matin, au bureau de Lucia, l'air était chargé d'une électricité palpable. Je suis arrivé tôt, la carte mémoire dans la poche de ma veste comme le cœur de l'opération. Lucia était déjà là, avec 2 tasses de café fumant et un air de concentration absolue. « Es-tu là » fut la première chose qu'elle dit. J'ai hoché la tête et lui ai tendu la carte. Le silence était total pendant qu'elle l'insérait dans son ordinateur portable. Nos yeux étaient rivés à l'écran en attendant le chargement du fichier. Et puis la vidéo est apparue. Au début tremblante, filmée par quelqu'un qui essaie de ne pas être vu, avec un son étouffé par le bruit de la fête. Mais l'image était claire, et l'audio net et accablant. Nous avons vu la dispute. Nous avons entendu les paroles cruelles de Valeria, chacune comme un coup. Nous avons vu mes parents me tourner le dos, une trahison visible qui faisait presque aussi mal que l'attaque physique. Et puis nous avons vu l'horreur en haute définition, la pousser contre le mur, la chaise en fer lourde et menaçante qui se levait dans l'air. L'impact brutal, et le son de mes os qui se brisent amplifié par le micro du téléphone. Mon cri, suivi de la voix de Valeria, claire comme le cristal, rempli d'un venin triomphant. Si moi je ne peux pas briller, toi non plus. Lucia a arrêté la lecture. Nous sommes restés silencieuses pendant une longue minute, l'écho de cette phrase flottant entre nous. Le voir, au lieu de seulement m'en souvenir, était une expérience viscérale, écœurante. C'était comme voir mon âme se faire déchirer, mais c'était aussi une validation indiscutable. Je n'étais pas folle, je ne l'avais pas inventé. Ça s'était passé exactement comme je m'en souvenais. Bon là, dit enfin Lucia, sa voix calme mais avec une lame d'acier. Bon, on a l'arme nucléaire. Maintenant, on doit planifier comment et quand la déclencher pour un impact maximal. La stratégie était risquée, mais brillante. Nous ne présenterions pas la vidéo comme preuve au début, nous ne la montrerions pas à la partie adverse. Nous les laisserions construire leur château de mensonges, brique après brique. Nous laisserions Maître Monte m'attaquer au contre-interrogatoire. Nous laisserions Ricardo monter à la barre et me poignarder dans le dos avec son témoignage répété. Et juste quand il croirait avoir gagné, quand il m'aurait peinte comme une folle déséquilibrée devant le juge et le jury, alors, et seulement alors, nous montrerions la vérité. Ce serait un coup de théâtre juridique, une embuscade dont il ne se relèverait pas. Ça va être le jour le plus difficile de ta vie, Sophia, me prévint Lucia, ses yeux plantés dans les miens. Ils vont essayer de te mettre la main nue, de t'humilier, de te réduire en morceaux. Monte est un chien d'attaque et il te sautera dessus avec tout ce qu'il a. Ricardo, en particulier, sera brutal. Il utilisera votre intimité contre toi. J'ai besoin que tu restes forte. Ne réagis pas, ne pleure pas, ne leur donne pas cette satisfaction, réponds seulement aux questions, accroche-toi à la vérité, parce qu'au final la vérité et cette vidéo sont tout ce qui compte. Cette nuit-là, dans la solitude de mon appartement, j'ai sorti les radiographies de ma main. Je les ai posées sur la table sous la lumière d'une lampe. Je les ai regardées pendant des heures, ces os blancs et brisés sur un fond noir. La carte de ma destruction, mais je ne les voyais plus comme un symbole de ma perte. C'était désormais le témoignage de ma résistance. C'était la preuve que j'avais survécu au pire qu'ils pouvaient me faire. C'était mon armure. Je me suis préparé pour la bataille. Pas comme une victime qui cherche la pitié, mais comme une guerrière qui va réclamer ce qui est à elle. Ma dignité, ma vérité, ma vie. Ils avaient pu briser mes os, mais ils n'avaient pas réussi à briser mon esprit. Et le lendemain, dans cette salle d'audience, ils allaient la prendre de la façon la plus dure. Le tribunal était un cirque à 3 pistes, et ma famille en était le maître de cérémonie. Ils sont arrivés comme s'ils assistaient à un gala, habillés en vêtements de créateurs, saluant des connaissances dans les couloirs avec des sourires appris par cœur. Arturo, Isabelle, Valeria, le trio de l'arrogance. Ricardo était avec eux, à leur côté comme un petit chien bien dressé, riant aux blagues de mon père. Son regard a croisé le mien un instant à travers la salle. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, seulement une froide détermination. C'était un étranger. Le procès a commencé. Maître Monte était un acteur accompli. Dans sa déclaration initiale, il m'a peinte à gros traits cruels, une jeune femme à problème, dévorée par la jalousie envers sa sœur sociable et réussie, avec un passé d'appel à l'attention dramatique.
Il a dit que le tragique accident était l'aboutissement de mon instabilité. Une histoire triste, oui, mais que j'aurais moi-même écrite. Puis ils ont appelé leurs témoins. 2 amis de la famille ont témoigné sur mon caractère renfermé et bizarre. Le médecin acheté, le docteur Cardenas, a affirmé avec un jargon impressionnant que mes blessures étaient parfaitement compatibles avec une mauvaise chute sur une surface irrégulière, comme le bord d'une jardinière en pierre. Chaque mot était une pelletée de terre sur ma tombe, et j'en sentais le poids sur ma poitrine. Et alors ils ont appelé Ricardo. Il est monté à la barre, impeccablement vêtu, a juré de dire la vérité la main sur la Bible, puis a procédé à me détruire avec un calme glaçant. Il a parlé de mes sautes d'humeur, de mon obsession pour le piano qui m'isolait du monde réel, de ma façon d'exagérer chaque petit conflit familial. Il a raconté des anecdotes intimes déformées pour me faire passer pour paranoïaque et contrôlante. Il a dit que la nuit de la fête, j'étais hors de contrôle, que je buvais trop et que j'étais jalouse de l'attention que recevait Valeria. Elle a toujours été très fragile émotionnellement, a-t-il conclu en regardant le jury avec une fausse pitié. Je crois que, dans son état, elle a simplement trébuché et s'est blessée elle-même. C'est une tragédie, mais accuser sa sœur est un fantasme cruel. L'entendre, c'était comme sentir du verre pilé broyer mes entrailles. Lucia m'avait préparé, mais la réalité de le voir là, profaner nos souvenirs, mentir aussi facilement sur notre intimité, était dévastatrice. J'ai gardé mon calme, les mains serrées sur mes genoux, le visage comme de pierre, mais à l'intérieur je m'effondrais. Enfin, ce fut mon tour. Je suis monté à la barre et j'ai dit ma vérité. D'une voix claire et ferme, j'ai décrit l'attaque. Monte m'a soumis à un contre-interrogatoire brutal. C'était une attaque personnelle. N'est-il pas vrai, mademoiselle Sophia, que vous avez toujours envié la vie sociale de votre sœur? N'est-il pas vrai que, ce soir-là, vous l'avez accusée de vous voler l'attention? N'est-il pas vrai que vous avez tendance à l'hyperbole, au drame? Il a essayé de tordre mes mots, de me faire passer pour une menteuse hystérique. Je suis resté ferme, répétant les faits encore et encore. Quand Monte a terminé, un sourire de suffisance est apparu sur son visage. Il croyait avoir gagné. Il s'est assis, échangeant un regard de complicité avec mon père. C'est alors que Lucia s'est levée. « Votre honneur, dit-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. La défense a une dernière preuve à présenter, une preuve de réfutation qui clarifiera une bonne fois pour toutes les événements de cette nuit. » Monte bondit. J'objecte. Coup de théâtre procédural. On ne nous a informé d'aucune autre preuve. C'est une preuve de réfutation, votre honneur, répondit calmement Lucia, imperturbable. Là elle réfute directement le témoignage de monsieur Ricardo, du docteur Cardenas et de tous les autres témoins de l'accusation. Le juge, un homme âgé au visage sévère, regarda Lucia avec intérêt. Objection rejetée. Procédé, maître Ramirez. Les lumières de la salle se sont atténuées. Un grand écran est descendu du plafond, et la vidéo a commencé. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre les cœurs battre, la dispute dans le jardin, la voix de mon père me disant d'arrêter de la provoquer, puis la violence dans toute sa réalité crue et indéniable. La poussée contre le mur, la chaise de fer lourde et menaçante qui se lève dans l'air. L'impact brutal, mon cri. Et la voix de Valeria résonnant dans le système audio du tribunal, claire, indiscutable, éternelle. Si moi je ne peux pas briller, toi non plus. Lucia a figé l'image sur le visage de Valeria, déformé par la haine. Les lumières se sont rallumées d'un coup. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. J'ai vu le visage de mon père, pâle comme un fantôme, la bouche ouverte. J'ai vu ma mère, la main sur la bouche, les yeux exorbités d'horreur pas pour l'acte lui-même, mais parce qu'ils avaient été démasqués. J'ai vu Ricardo, la mâchoire pendante, le teint couleur cire. Et j'ai vu Valeria qui me fixait, son expression n'était plus l'arrogance, mais une panique animale, pure et absolue. Le château de mensonges qu'ils avaient construit avec tant de soin venait d'être rasé par une bombe nucléaire. Et nous étions tous, absolument tous, ensevelis sous les décombres. Le chaos qui a suivi la projection fut contenu, mais palpable, comme l'air avant un séisme. Le jury regardait l'écran, puis Valeria, puis l'écran, leur visage mêlant choc et dégoût. Maître Monte, d'ordinaire modèle d'assurance et de contrôle, était livide, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Il avait été dépassé, humilié, et il le savait. Son dossier, si soigneusement construit,
s'était évaporé en 30 secondes de vidéo. Le reste du procès fut une formalité, un épilogue inévitable. Le réquisitoire final de Lucia fut court et dévastateur. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix. Elle dit simplement, « Mesdames et messieurs les jurés, parfois la vérité n'a pas besoin d'être argumentée, parfois elle a juste besoin d'être vue. » Le jury mit moins d'1 heure pour rendre son verdict. Quand ils revinrent dans la salle, leur visage était sombre et décidé. Le greffier lut le verdict d'une voix monotone qui résonna pourtant comme un tonnerre dans la salle silencieuse. Sur le chef d'accusation d'agression aggravée, nous, le jury, déclarons l'accusée Valeria de la Fuente coupable. Le mot « coupable » résonna comme un coup de feu. Valeria s'effondra sur sa chaise, un sanglot étouffé s'échappant de ses lèvres. Ma mère laissa échapper un gémissement de douleur, un son guttural, et s'agrippa au bras de mon père. Il resta immobile, le visage de granit, mais je vis ses mains sur la table trembler sans contrôle. Il avait perdu. Et pour un homme comme mon père, perdre était pire que mourir. La sentence fut prononcée une semaine plus tard. Le même juge, au visage sévère, regarda Valeria par-dessus ses lunettes. Sa voix était grave et ne laissait aucune place à la pitié. Ce tribunal, commença-t-il, a vu un acte de violence familiale d'une cruauté rare. Ce n'était pas une impulsion passagère. C'était l'aboutissement d'années de rancœur, un acte calculé avec l'intention malveillante de détruire non seulement un corps, mais une vie et un futur. La famille doit être un refuge, pas un champ de bataille. Et lorsque cette confiance est brisée d'une manière aussi atroce, la loi doit répondre avec fermeté. Valeria fut condamnée à une peine de prison significative pour agression aggravée. En plus, une lourde amende lui fut imposée pour couvrir mes frais médicaux passés et futurs, ainsi qu'une ordonnance d'éloignement permanente. Elle ne pourrait plus jamais légalement s'approcher de moi. Ricardo n'eut pas plus de chance. Le juge, indigné par son témoignage, ordonna au parquet d'ouvrir une enquête contre lui pour parjure. Sa carrière, la récompense pour laquelle il avait vendu son âme, était terminée avant même de commencer. Le nom qu'il avait eu tant de mal à nettoyer serait maintenant taché pour toujours. En sortant du tribunal pour la dernière fois, je suis tombé nez à nez avec mes parents. La presse nous entourait, un essaim de caméras et de micros, mais pendant un instant, c'était comme si nous n'étions que nous 4 au monde. Leurs yeux ne me regardaient plus avec indifférence, mais avec une haine glacée, pure, sans filtre. Tu as détruit cette famille. Tu as envoyé ta propre sœur en prison. J'espère que tu es contente, siffla ma mère, la voix tremblante de rage. Mon père s'approcha, son ombre tombant sur moi comme une pierre tombale. Tu n'es plus notre fille, dit-il, chaque mot un morceau de glace. Pour nous, tu es morte. Tu ne recevras plus un centime. Tu n'as rien. Je l'ai regardé, ces 2 étrangers qui m'avaient donné la vie juste pour essayer de me l'arracher. Et pour la première fois, je ne sentis ni douleur ni tristesse, je ne sentis rien. Un vide immense là où, avant, il y avait un désir désespéré de leur amour. Vous vous trompez, répondis-je, la voix calme et ferme, assez forte pour que seul m'entende au milieu du tumulte. Vous avez détruit votre fille il y a longtemps, la nuit où vous avez décidé que votre réputation valait plus que sa sécurité, la nuit où vous avez élevé un monstre et puni la victime. Aujourd'hui, la loi ne fait que l'officialiser. Et pour ce qui est de ne rien avoir, j'ai moi-même. Et pour la première fois, c'est suffisant. Je me suis retourné et je suis parti sans regarder en arrière. J'ai traversé la foule des journalistes, la tête haute, laissant derrière moi les ruines de la famille que je n'ai jamais eue. Le soleil de l'après-midi m'a frappé le visage et, même si l'avenir était incertain et que ma main me faisait encore mal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis senti libre. Les mois qui ont suivi le procès furent un lent et douloureux processus de reconstruction pas seulement de ma main, mais de toute ma vie. J'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, un endroit que tante Elena m'a aidé à trouver et à meubler avec des objets d'occasion pleins d'histoire. C'était mon sanctuaire, un espace où le silence n'était pas une punition, mais une bénédiction, seulement rempli de la musique que je choisissais ou du son de ma propre respiration. La kiné était un calvaire quotidien. Des exercices douloureux et répétitifs pour essayer de réveiller les nerfs endormis et récupérer un peu de mobilité dans ma main droite. Les médecins avaient raison, l'agilité et la précision nécessaires pour être concertiste s'étaient envolées pour toujours. La bourse de Vienne devint un rêve fantôme, une lettre encadrée sur mon mur qui parlait d'une vie qui n'était plus la mienne. Il y eut des nuits sombres, longues,
où la douleur fantôme dans mes doigts était insupportable et où la perte menaçait de me dévorer. Des nuits où je regardais ma main, ses cicatrices, et où je ne voyais que ce qu'on m'avait arraché. Mais tante Elena ne m'a pas laissé couler. Elle est restée à mes côtés, un roc de soutien inconditionnel. Elle m'apportait à manger, m'accompagnait en thérapie, et surtout, elle m'écoutait. Ils t'ont enlevé une version de ton futur, Sophia, me dit-elle un après-midi en m'aidant à bander la main après une séance particulièrement dure. C'était la version qu'ils avaient écrite pour toi, même dans ta rébellion. Maintenant, c'est à toi d'être l'autrice, d'en écrire une nouvelle. Et petit à petit, j'ai commencé à le faire. Un jour, en passant devant un centre communautaire d'un quartier modeste, j'ai entendu le son désaccordé d'un vieux piano droit. Je suis entré. J'ai vu un groupe d'enfants essayer de jouer sans guide, sans moyens, mais avec une joie contagieuse. Et quelque chose en moi, que je croyais mort, a cliqué. J'ai commencé à donner des cours comme bénévole. Au début, c'était frustrant. Ma main droite, maladroite et faible, ne pouvait pas montrer les techniques complexes. Je me sentais inutile, mais j'ai alors découvert quelque chose, je pouvais utiliser ma main gauche, maintenant plus forte que jamais, pour guider leurs petits doigts sur les touches. Je pouvais utiliser ma voix pour leur enseigner la théorie, la passion, l'émotion. Derrière les notes, j'ai découvert que mon savoir ne résidait pas seulement dans mes doigts, mais dans mon âme. J'ai commencé à composer de petites pièces pour eux, des mélodies que leurs mains inexpérimentées pouvaient jouer, mais pleines du sentiment que je ne pouvais plus exprimer en tant qu'interprète. Un jour, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et un chèque de banque d'un montant important. La lettre venait de ma tante Carmen, la mère de Ravière. « Chère Sophia, disait-elle, il n'y a pas de mots dans aucune langue pour exprimer la honte et le regret que je ressens. Je vivrai avec la lâcheté de ne pas t'avoir défendu pour le reste de ma vie. Cet argent ne compensera rien, mais il fait partie de l'héritage que Roberto a reçu, et je sens qu'il te revient de droit. S'il te plaît, utilise-le pour construire quelque chose de beau. Je veux te raconter quelque chose qui pourra peut-être t'aider à comprendre, à boucler la boucle. Quand Valeria avait 8 ans, nous avions un chiot Golden Retriever. Un jour, nous l'avons trouvé avec une patte cassée dans le jardin. Valeria a dit qu'il était tombé des escaliers. Quelques semaines plus tard, il est mort d'une infection interne. Des années plus tard, un soir d'ivresse, elle a avoué à sa mère qu'elle l'avait blessé exprès parce que ses aboiements l'agaçaient. Arturo et Isabelle ont accusé le fils du jardinier et l'ont renvoyé. Le mal en elle, Sophia, n'est pas né cette nuit de la fête. Ils l'ont cultivé, ils l'ont arrosé avec leur silence et leur indulgence. Tu n'as pas été sa première victime, tu as été celle qui a osé survivre et parler. Avec tout mon regret et mon admiration, Carmen. J'ai pleuré en lisant la lettre. Pas de tristesse, mais d'une étrange et douloureuse libération. Elle m'a lavé de tout doute persistant, de toute culpabilité restante. Ce n'était pas moi, ce n'a jamais été moi. J'ai utilisé cet argent, avec l'aide et l'investissement de tante Elena, pour fonder une petite école de musique dans ce même quartier. Nous l'avons appelée la Sonate du Phénix, un lieu pour des enfants sans ressources qui ont le don de la musique, un refuge où leurs voix peuvent être entendues. Mon histoire se termine ici, mais ma vie ne fait que commencer. Je ne m'assois plus devant un grand piano de concert sur une scène de Vienne. Je m'assois sur un tabouret usé, dans une salle pleine de rires et de notes imparfaites. Ma main droite, avec ses cicatrices, n'est plus un rappel de ce que j'ai perdu, mais la carte de la bataille que j'ai gagnée. Avec elle, je guide d'autres mains, j'aide d'autres à trouver leur voie. J'ai perdu une famille, un fiancé et un rêve. Mais des cendres, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. J'ai trouvé un but, et je me suis trouvé moi-même.